Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 20 juillet, j'ai été l'invité d'Europe 1 pour un débat avec le député du Rassemblement National, Julien Audoul. Et c'était un débat très intéressant parce qu'il a permis de révéler la duplicité du Rassemblement National, de révéler à quel point le Rassemblement National accompagne la Macronie, notamment sur le projet de loi pouvoir d'achat, enfin prétendument pouvoir d'achat, qui en réalité va faire baisser le pouvoir d'achat. On a bien pu montrer dans cette émission à quel point ils sont dans une logique d'accompagnement plutôt que d'opposition. Je vous laisse regarder cette émission et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Je suis avec Antoine Léaumont, député NUP LFI de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Et pour la contradiction, Julien Audoul, député Rassemblement National de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu en fin d'après-midi sur le front des incendies ravageant actuellement la Gironde. Je vous pose la question, doit-il annoncer un renfort de nos différents dispositifs de prévention et d'intervention contre les incendies, très simplement? Oui, clairement, les moyens sont insuffisants pour faire face et c'est pas seulement nous qui le disons, c'est les syndicalistes des pompiers. Par ailleurs, il y a une question qui est en suspens, c'est celle de la réintégration des pompiers suspendus pour les motifs de vaccination. Il y a 140 pompiers professionnels et 5000 pompiers volontaires qui sont dans cette situation. Et je pense que quand on a des incendies de cette taille-là qui ravagent la France, alors moi je vous la pose la question sur le long terme. C'est aussi une question de long terme parce que il y a besoin de réintégrer les gens. Et après, sur le long terme, il y a effectivement besoin de moyens, notamment sur les Canadair. Il en faut davantage. Il faut davantage de pilotes de Canadair capables de les piloter pour faire face à ces situations, parce qu'elles vont être de plus en plus nombreuses avec le réchauffement climatique. Et on pourrait parler aussi de la responsabilité du gouvernement en matière de changement climatique, puisque le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport du 29 juin 2022, disait que la réponse de la France au réchauffement climatique est insuffisante. Encourageante mais insuffisante. Et il faut un sursaut de l'action climatique. Donc vraiment, c'est une urgence. Et là, le gouvernement va rouvrir des centrales à charbon au prétexte de la loi pouvoir d'achat. Alors allez comprendre. Enfin, je vous expliquerai pourquoi peut-être tout à l'heure. Donc on va rouvrir des centrales à charbon et c'est comme ça que le gouvernement espère faire face à l'urgence climatique. C'est pas exactement ça. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Antoine Léaumont, Julien Audoul, le Rassemblement National, qu'est-ce qu'il proposerait s'il était au pouvoir aujourd'hui? Déjà, nous sommes face à une double responsabilité du gouvernement et des politiques qui ont été menées depuis des années, qui ont émietté le service public de la protection civile, il faut bien le dire. Le malaise des pompiers, il date pas d'hier. Ça fait des années qu'on en parle. Ils étaient en grève, on s'en rappelle, en 2019. Problème d'effectifs, problème de primes, problème de conditions de travail, problème d'agression également. Je rappelle qu'il y a 120 attaques, agressions de pompiers tous les mois. Donc il y a un vrai malaise qui n'a jamais été pris en compte par le gouvernement. Et le service de la protection civile, qui est un service régalien, a été effondré par les politiques de M. Macron, des politiques de rentabilité. Ça, c'est aussi le bilan de M. Macron. Et puis, il y a eu aussi une responsabilité, et il faut en parler, des écologistes, qui sont de véritables incendiaires, qui ont une lourde responsabilité avec une idéologie totalement folle, parce que non seulement ils ne défendent pas la planète, ces gens-là, non seulement ils ne protègent pas la planète, mais ils la détruisent. Et on le voit bien, la responsabilité sur les incendies en Gironde, avec celle des écologistes locaux qui n'ont pas voulu des aménagements, qui n'ont pas voulu défricher, qui ne veulent pas entretenir la forêt, les responsabilités au niveau, je dirais, global, avec une idéologie folle qui cherche finalement à implanter des éoliennes partout, qui cherche à implanter des centrales à charbon. Vous attendez des annonces du président, ça, sur la prévention? Non, mais c'est quand même dingue. On a besoin, évidemment, on a besoin d'annonces. Oui, je sais que ça vous fait mal, monsieur Léaumont, mais c'est la réalité de votre idéologie également, parce que vous êtes effectivement allié avec ces dingues. Et je le dis, ce sont des dingues, très clairement, qui n'ont qu'une seule boussole, celle de leur idéologie, et qui ne voit pas qu'elle fait énormément de mal à l'environnement et à la planète. Antoine, mais vous pouvez défendre vos alliés écologistes. Je ne sais pas comment on peut défendre ces gens-là. Non, mais vous parlez de dingue, alors que les écologistes et nous, avec eux, plaçons au centre la question climatique, qui est en cause dans cette question climatique. Bien sûr que si, c'est en cause. Les centrales à charbon, c'est pas la question climatique. C'est une question. Mais sur les incendies, ils sont de plus en plus nombreux au fil des ans, et ils sont de plus en plus nombreux précisément à cause du réchauffement climatique, précisément à cause des sécheresses qui s'accumulent, et précisément aussi à cause d'un modèle,
précisément aussi à cause d'un modèle dans la forêt qui est un modèle capitaliste, modèle qui conduit à faire des monocultures de sapins, qui sont des monocultures qui brûlent extrêmement vite, contrairement à des forêts qui sont des forêts où il y a des essences mélangées qui brûlent moins vite. Mais donc ce modèle en fait consiste à faire des champs d'arbres. Les gens ne le savent peut-être pas, mais dans plein d'endroits et de plus en plus, on fait des champs de sapins qui sont censés pousser en 30 ans et ensuite on les rase. Vous reprenez votre propos juste après une courte pause. On reprend notre discussion entre Antoine Léaumont et Julien Audoul. Nous parlions des feux en Gironde. Emmanuel Macron est attendu sur place en fin d'après-midi. Julien Audoul, vous accusiez les élus locaux écologistes d'avoir facilité en tout cas la propagation rapide du feu, notamment d'avoir pas assez demandé de débroussailler. Antoine Léaumont, vous lui répondiez? Oui, je lui répondais parce que précisément ce qui pose problème dans les incendies, et c'est le cas depuis des années, c'est ce qu'on appelle les monocultures de sapins, de pins et de sapins. On appelle ça des champs d'arbres, nous, parce qu'il s'agit de faire pousser des forêts à vitesse ahurissante en essayant de les faire pousser en 20 ou 25 ans pour les raser entièrement. Donc il faut bien voir que ça fait des endroits sur lesquels il n'y a plus rien alors qu'il y avait un écosystème qui se mettait en place. Et ces forêts-là, parce que c'est des essences particulières qui brûlent extrêmement vite, eh bien elles sont très dangereuses pour ces incendies. Alors, avec un système dans lequel vous avez davantage de multiplication d'essences d'arbres à l'intérieur de ces forêts, et donc c'est ce que vous appelez ne pas débroussailler, eh bien vous avez des forêts qui sont plus résilientes aux incendies. Donc je comprends pas pourquoi vous mettez en cause les écologistes, puisque précisément le problème vient du fait qu'on a des monocultures de sapins. Et puis ces incendies ont été provoqués par l'homme. Hein. C'est un accident dans un cas, la piste criminelle dans l'autre. C'est souvent, enfin excusez-moi, c'est souvent malheureusement la main de l'homme qui vient provoquer ce genre de drame. Mais je veux dire, il faut regarder de manière globale. Il y a des responsabilités effectivement sur le gouvernement, sur les décisions de politique publique qui ne permettent pas d'intervenir assez rapidement, assez efficacement. Et ça, on le voit malheureusement. Ça fait une semaine que ça dure. Problème d'effectifs, problème de Canadair. On est obligé d'aller chercher des pompiers à l'étranger, dans les pays voisins. Je veux dire, normalement, on devrait pouvoir avoir les effectifs suffisants pour intervenir et pour endiguer cette catastrophe. Et ensuite, effectivement, je considère qu'il y a une idéologie écologiste qui fait beaucoup de mal à l'environnement, à la planète, au cadre de vie, à tous les niveaux, et qui fait fi de la protection de l'environnement. C'est tout. Voilà, je le constate. Il y a des répercussions au niveau local en Gironde, il y a des répercussions au niveau de la pollution nationale, la pollution européenne, justement, avec ce tout renouvelable qui est finalement du tout carboné, puisque en voulant moins de nucléaire, plus d'éoliennes, plus de photovoltaïque, on ouvre des centrales à charbon et à gaz, et donc plus de pollution. Et d'ailleurs, c'est ce choix qui a été... C'est l'idéologie. Vous n'avez pas lu le projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est l'idéologie d'ailleurs qui a été reprise par le gouvernement, qui a fluctué, parce que Monsieur Macron, il a été tantôt pro-nucléaire, tantôt anti-nucléaire. Il y a eu l'influence de Madame Pompili notamment. Et on en vient aujourd'hui, effectivement, à ouvrir, ou en tout cas à inciter à la réouverture de centrales à charbon, qui est un désastre écologique. Je suis content de vous l'entendre dire, et donc vous allez être de mon point de vue sur le nucléaire, parce que savez-vous pourquoi le gouvernement demande à rouvrir des centrales à charbon? Parce que la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Pourquoi sont-elles à l'arrêt? Parce qu'on a fermé pour des raisons. Ils demandent aux centrales à charbon de se tenir prêtes. Pour des raisons. Oui, mais vous allez voir qu'elles vont pas avoir que à se tenir prêtes. En Allemagne, par contre, ils les rouvrent. Et en Allemagne, il y a des écologistes au gouvernement. Mais oui, mais tout à fait. Mais sauf que pourquoi il y a plus de centrales nucléaires. Oui, mais parce que ça n'a pas été planifié, la sortie du nucléaire. Nous proposons une sortie planifiée du nucléaire en installant des énergies renouvelables, notamment des éoliennes en mer. Mais c'est impossible. Des éoliennes en mer. Mais si, c'est tout à fait possible. Vous avez qu'à aller voir l'école des ingénieurs. Allez voir l'école des ingénieurs de Nantes. Mais je vais aller jusqu'au bout sur le nucléaire. Pourquoi on va avoir des problèmes avec le nucléaire? Parce que la planète se réchauffe. Et savez-vous comment sont refroidies les centrales nucléaires? Avec les cours d'eau. Donc quand vous allez avoir des cours d'eau qui sont 1, plus chauds, 2, moins remplis, eh bien vous allez avoir un problème avec les centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires, par la force des choses, sont vouées à disparaître, mais je veux dire même sans idéologie, même sans parce que vous renvoyez toujours ça à l'idéologie. Mais les centrales nucléaires sont de plus en plus intermittentes dans leur production d'énergie, ce qui était le reproche qui était fait aux énergies renouvelables. Et vous avez désormais des éoliennes en mer qui sont développées notamment par des ingénieurs
français à Nantes qu'on pourrait installer sur nos côtes. Nous avons 1000 km de côtes. Au mépris de la biodiversité, au mépris du travail des pêcheurs, au mépris de la qualité de vie des gens. Mais non, c'est de l'idéologie. Précisément, quand on installe des éoliennes en mer, elles gênent moins les gens que sur terre. Vous-même, vous dites, et c'est vrai, vous avez raison sur un point, qui est que les éoliennes sur terre, désormais, posent un problème à un certain nombre de gens. Posent un problème à un certain nombre de gens, alors que l'avantage des éoliennes en mer, c'est qu'elles peuvent permettre des incendies. Oui, mais non, on ne s'éloigne pas parce que votre collègue tout à l'heure a dit, j'ai noté, la vague de chaleur a contribué à attiser les feux et elle a raison. Elle a dit ça et c'est effectivement le changement climatique qui est en cause aussi dans le développement de ces incendies. Et donc, l'installation d'hydroliennes en mer sur les 1000 km de côte que nous avons, nous sommes le 2e territoire maritime du monde, nous sommes une grande puissance maritime. Hydroliennes, c'est pas des éoliennes. Nous avons une seule éolienne en mer installée. Oui, mais on peut installer les deux et par ailleurs, on pourrait installer aussi des centrales houlomotrices, c'est-à-dire qui utilisent l'énergie des vagues. Moi, je tiens juste à faire très vite. un exemple et une comparaison, puisque l'exemple ultime des écologistes et de la NUPES, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est sortie du nucléaire en 2011. L'Allemagne ils font des a mines de pollution 15 fois supérieure à la France, parce que nous avons le nucléaire qui nous garantit une énergie la plus propre, la plus fiable et la moins chère également. Mais c'est pas le cas non plus. Et la moins chère. Mais non, mais c'est simplement. Vous allez retourner à l'Assemblée nationale parce qu'on en est au 3e jour de l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a pris la parole à la sortie du Conseil des ministres il y a quelques instants. Il espère un compromis rapide. Des accords ont d'ailleurs pu être trouvés, je tiens à le souligner, avec différents groupes d'opposition et nous allons donc pouvoir agir avec efficacité, c'est-à-dire continuer de travailler avec les oppositions en concertation, la main étendue pour avancer. Nous espérons l'adoption de ce texte sur le pouvoir d'achat ce soir ou cette nuit pour pouvoir débuter sans délai l'examen d'un autre texte, lui aussi très attendu par les Français, ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificatif, qui emportera des mesures palpables pour les Français en matière de pouvoir d'achat, la hausse des minima sociaux, de la prime d'activité, mais aussi les aides de l'État en matière d'accès au carburant. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui parlait d'accords de compromis trouvés avec les oppositions. Il pensait à votre groupe, le Rassemblement national. Marine Le Pen l'a dit, ça a un peu surpris tout le monde. D'ailleurs, dès lundi, on va voter l'essentiel des mesures de ce projet de loi pouvoir d'achat. C'est une stratégie de respectabilité, ça, Julien Audoul? Oui, alors déjà, monsieur Véran est un comique de foire. Excusez-moi, parce que de dire qu'il est dans le compromis, dans la recherche du consensus et dans la main tendue, on le voit bien dans les débats, le gouvernement et la majorité sont totalement obtus, sectaires. Sur le projet de loi pouvoir d'achat, le Rassemblement national, c'est assez souple. Mais bien sûr, mais enfin, un dialogue, un consensus, ça va dans les deux sens, voilà. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une volonté de cloisonner, de bloquer tout ce qui vient des groupes d'opposition, voilà, qui n'a pas voix au chapitre. Je trouve ça déplorable, parce que nos compatriotes, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit efficace, c'est qu'on soit utile pour améliorer le pouvoir d'achat. Je rappelle qu'on a perdu 3 mois par la faute de ce gouvernement qui n'a pas voulu se saisir de cette situation alarmante dès le début, dès son installation, et qu'aujourd'hui, oui, il y a besoin de mesures concrètes. Alors nous sommes évidemment pas dans une posture de blocage. Nous voulons être constructifs et utiles aux Français, parce qu'il y a des mesures qui peuvent faire consensus. Non, mais effectivement, hier soir, il y avait un spectacle assez étonnant depuis mon point de vue. On est gâtés ces dernières semaines, franchement. À l'Assemblée nationale, non, mais il y avait un spectacle. Alors on voyait tout le reste de l'Assemblée à part la NUPES qui votaient ensemble comme un seul homme, l'extrême droite, la Macronie, la droite, tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce que il y a une différence fondamentale qui nous oppose. Que demandent les gens vis-à-vis du pouvoir d'achat? Ils demandent des augmentations de salaire. Parce que le salaire, c'est fixe, on sait où on va, ça permet de faire tourner l'économie, les petites entreprises, et les gens demandent des augmentations de salaire. C'est ça qui nous est remonté du terrain. Ils nous demandent pas des primes, ils nous demandent pas de la participation, ils demandent du salaire. Et donc nous défendons dans ce pouvoir d'achat l'augmentation du SMIC, l'augmentation générale des salaires, et nous avons face à nous un gouvernement et une opposition, je mets des guillemets, qui elle défend des primes. Et les primes, la fameuse prime Macron, qu'est-ce que c'est le centre, le truc qui va changer le pouvoir d'achat des Français dans le projet de loi d'Emmanuel Macron? Eh bien, c'est une prime qui pour l'instant n'a concerné que 16% des salariés et dont le montant moyen est de 500 €. C'est-à-dire que 84% des gens ne vont absolument
pas voir cet argent, ne vont rien avoir pour faire face à l'augmentation des prix. Et tout ce que nous proposons, augmentation des salaires, blocage des prix, tout est refusé sans arrêt. Sauf, il y a apparemment une opposition complaisante avec M. Macron du côté du Rassemblement national. Améliorer la situation. Mais c'est rien du tout. Un exemple typique, quelqu'un qui travaille dans une boulangerie, il n'aura rien du tout. Parlons concrètement, Julien. Mais concrètement, il y a des mesures que nous avons portées avec Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. Excusez-moi, je parlais d'une autre mesure qui, je pense, fait consensus, qui est l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. La déconjugalisation. Voilà, déconjugalisation, individualisation, qui est une mesure de justice sociale et de dignité. C'est demandé depuis des années. Ça fait des années qu'on le demande. Des propositions de loi pour le faire, et le gouvernement avait refusé. Au gouvernement, très clairement, consensuel. Mais est-ce qu'on va bloquer parce que ça vient de la Macronie et qu'il le propose? Non, ça va améliorer la situation de millions de Français. Donc oui, et ce texte est imparfait, nous le disons depuis le début. Les mesures sont insuffisantes et je dirais même plus dramatiquement insuffisantes parce que la situation est cataclysmique d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Pour autant, même si nous ne sommes pas des adeptes de la prime à tout va, même si nous souhaitons également des augmentations de salaire, les Français ne sont pas des obsédés de l'augmentation de salaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus de salaire, mais beaucoup moins de charges. Ça sert à rien d'augmenter les salaires à tout va si les charges continuent d'augmenter. Finalement, le reste à vivre sera exactement le même. Mais ça rend un peu d'argent aux Français, ça rend un peu d'air aux Français. Nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante, nous devons être constructifs parce que nous avons été élus pour ça, être utile aux Français. On est ni bête ni méchant et on est tout à fait constructif. Et caricatures ne s'insulte pas. Donc voilà, nous sommes bêtes et méchants. Nous sommes bêtes et méchants parce que nous défendons. Je pense qu'on est ridicule. Mais oui, mais parce qu'on essaye. Mais non, parce qu'on essaye de créer du débat dans un endroit. 20 minutes sur un amendement. J'explique pourquoi. J'explique pourquoi nous avons déposé un amendement pour renommer la prime Macron prime en fumage. Pour expliquer pourquoi justement les primes défavorise l'augmentation des salaires. Parce que quand les primes vont faire une concurrence à l'augmentation des salaires. Or, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les salaires donnent de la visibilité. Et les gens qui nous entendent savent très bien, quand ils ont dû acheter une voiture ou acheter une maison, que la banque regarde pas les primes. La banque regarde le salaire. Elle regarde le montant fixe qui arrive sur la fiche de paye à la fin du mois. Et dans la fiche de paye, il y a le salaire brut et il y a aussi le salaire socialisé, c'est-à-dire ce qui paye les cotisations de l'assurance maladie et ce qui paye les cotisations pour la retraite. Donc quand on augmente le salaire brut, on augmente le salaire net et on augmente aussi les cotisations qui participent au financement de la retraite, donc on a une meilleure retraite. Voilà ce que nous défendons sans relâche à l'Assemblée nationale et voilà la raison pour laquelle nous nous sommes opposés aux mesures d'Emmanuel Macron qui vont contre l'augmentation des salaires parce qu'elles induisent une concurrence avec l'augmentation des salaires. Alors Olivier Véran espère une adoption ce soir, vous y croyez ? Pas du tout. Bon courage à lui. Non, pas du tout. Bon courage à vous. Mais même si ce texte doit être voté dans les plus brefs délais parce qu'il va apporter même ponctuellement, même de manière infime, il va apporter de l'aide. Voilà, nous souhaitons qu'il y ait des dispositifs qui, même si ça ne concerne pas tous les Français, même si ce n'est pas nos dispositions, nous militons pour la baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5, qui est la seule mesure pérenne pour rendre véritablement de l'argent. Extrêmement cher, Julien. Non, qui coûte 12 milliards d'euros, c'est-à-dire moins que le bouclier tarifaire du gouvernement, sauf que nous c'est pérenne et c'est efficace, très clairement, et l'État fait un effort. Et d'ailleurs ça se finance avec la lutte contre la fraude sociale, chose que n'a jamais voulu entreprendre le gouvernement. Mais très clairement, il faut que ce texte soit voté, même si ces dispositifs sont insuffisants, nous amendons, nous poussons le gouvernement dans ses retranchements sur un certain nombre de dispositifs, sur le panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à taux zéro pour alléger le panier des catégories les plus populaires. Mais bon, visiblement, on sent bien que la nouvelle méthode du gouvernement a du mal à prendre. Ils sont pas encore dans le dialogue, ils sont pas dans le consensus, et je pense qu'ils n'ont pas encore compris ce qui s'est passé aux législatives. C'est aussi lié au pouvoir d'achat. Je voulais qu'on en parle brièvement parce que je voulais aussi qu'on parle du texte sanitaire qui arrive au Sénat aujourd'hui. On s'attend à des coupures de gaz très importantes en Europe pour l'hiver prochain. Suggestion de la Commission européenne, Bruxelles propose des réductions obligatoires pour les 27 en cas d'urgence. Qu'en pensez-vous, Julien Houyoul ? Difficile de réagir à chaud. Non, mais excusez-moi, moi j'adore en fait les leçons de morale, j'adore les directives qui nous viennent d'en haut, alors que les Français font des efforts au quotidien. Les efforts, on ne peut pas imposer aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Non, mais les Français ont déjà réduit leur consommation d'énergie. Les Français ne peuvent plus payer leurs factures. Moi j'ai des exemples dans ma circonscription. Mais si l'Allemagne, s'il y a des entreprises
qui, par manque de gaz, s'arrête en Allemagne, ça va se répercuter aussi en France, vous êtes d'accord? Oui, le problème, c'est que oui, on vend de l'électricité et du gaz à l'Allemagne. Voilà, c'est un véritable problème. Très clairement, les efforts, ils doivent être aujourd'hui consentis par ceux qui ont commis des erreurs, voilà, et ceux qui ont taxé, qui ont profité des hausses de l'énergie, et notamment le gouvernement. Quand les prix des énergies flambent et que la TVA aujourd'hui est au même niveau, c'est-à-dire à 20%, ben c'est l'État qui se goinfre sur le dos des Français et qui augmente les impôts. Donc nous demandons une baisse drastique de TVA pour rendre de l'argent. Antoine Léaumont, dans un esprit de solidarité européenne, est-ce qu'on peut obliger les Français à réduire leur consommation d'énergie? Alors, plusieurs choses. D'abord, pourquoi il y a une surconsommation d'énergie? Parce que nous avons des passoires thermiques. Et donc les fameux écologistes qui disent n'importe quoi. Oui, mais on parle du gaz, mais justement, une des causes, c'est le chauffage au gaz. Le gouvernement prétend qu'il a donné, il a donné effectivement 700 000 primes en 2021 pour la rénovation thermique des logements, patatras. En réalité, il n'y a que 60 000 logements qui ont été réellement rénovés en profondeur, et en réalité, il n'y a que 2500 logements qui sont sortis du statut de passoire thermique grâce à cette prime. Efficacité zéro, et il faut être, encore une fois, il faut planifier, il faut être plus efficace que ça, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas quand même, et il faudrait commencer par là. Ensuite, quand même, que le gouvernement, que Monsieur Macron essaye d'écouter un peu ce qui se passe ailleurs. Nous, ça fait des mois qu'on leur dit il va y avoir un problème avec l'approvisionnement en gaz. C'est sûr, c'est certain, donc il faut s'y préparer. Nous avons fait une proposition, nous avons proposé d'avoir un échange, notamment avec l'Algérie, qui a, elle, un problème d'approvisionnement en blé, qui est une des matières les plus utilisées dans l'alimentation en Algérie. Nous aurions pu négocier avec les Algériens le fait de sécuriser nos propres réserves de blé pour échanger avec du gaz. Ça me semble, je veux dire, s'il faut trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, faisons comme ça et travaillons avec les pays amis. Et enfin, il y a quand même un grand absent, c'est Total. C'est quand même les grands groupes qui s'en mettent plein les poches. Total a fait les plus grands bénéfices de toute l'histoire, accrochez-vous, de toute l'histoire de toutes les entreprises françaises au premier trimestre. Pendant que les gens galèrent à mettre de l'essence dans la voiture, Total s'en met plein les poches. Nous, on galère à remplir la voiture et ils boivent du champagne. Et qui n'est jamais mis en cause dans cette histoire? C'est précisément les grands groupes qui s'en mettent plein les poches. Et quelles mesures pourraient faire à la fois permettre de financer les finances publiques et à la fois baisser les prix? Eh bien, le blocage des prix en s'appuyant justement sur les bénéfices des grands groupes. Allez, je voudrais maintenant qu'on parle du texte de veille sanitaire qui, après son passage en première lecture à l'Assemblée nationale, ça avait été mouvementé, on va y revenir, passe aujourd'hui au Sénat. L'une des mesures clés, des plus emblématiques du chahut qu'il y avait eu à l'occasion de l'examen, c'était la censure, la suppression de l'article prévoyant le rétablissement du pass vaccinal ou sanitaire aux frontières. Si les sénateurs remettent la disposition dans la loi et qu'en deuxième lecture, vous devez encore une fois en débattre, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que LFI et RN étaient d'accord pour le coup, hein? Alors, je pense qu'il y a une majorité de Français qui sont d'accord pour abroger définitivement ces passes, voilà, qui étaient des mesures. Donc les sénateurs auraient tort de le réintroduire. Oui, mais après, bon, les sénateurs font ce qu'ils veulent, c'est l'Assemblée qui décide en dernier lieu. Les élus locaux. Voilà, donc oui, très bien. Mais enfin bon, il y a des règles, il y a des institutions. Les sénateurs, ils vont faire leur travail, et puis nous ferons notre travail. Donc ce sera la même chose. Un attelage baroque. Je reprends l'expression. C'est pas un attelage baroque. Non, mais on a été missionné par les Français sur des idées, sur des convictions, et notamment sur ces questions de liberté et d'efficacité, et on a vu le désastre qu'a été la gestion du gouvernement. Donc très clairement, le pass, on n'en veut plus. On ne veut plus de ces passes. On ne veut plus, non. Il faut venir. Ça m'étonne parce que d'habitude vous dites qu'il faut protéger les frontières. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais précisément, justement, nous avons proposé ça. Nous avons proposé réellement de protéger les frontières. C'est-à-dire que cet article 2, en réalité, de la manière dont il était rédigé, eh bien, il permettait le rétablissement du pass sanitaire dans tous les transports, dans tous les déplacements, à l'intérieur de l'Hexagone, à l'entrée ou au sortir de l'Hexagone, et dans les déplacements entre Hexagone et territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. Nous avons proposé un amendement puisque le gouvernement prétendait effectivement vouloir le rétablir aux frontières. Nous avons dit, c'est pas clair de la manière dont vous avez rédigé, mesdames et messieurs du gouvernement. Nous vous proposons de mettre passe sanitaire à l'entrée sur le territoire national. C'est-à-dire que à l'intérieur du territoire national, il n'y aurait pas de passe, mais pour ceux qui veulent venir sur le territoire national, se rendre sur le territoire national, là, pourquoi pas, à la limite, si c'est ça que vous voulez faire, discutons-en, mais voilà. Le gouvernement a refusé cet amendement. Il a refusé la clarification de son texte. Donc,
dès lors, eh bien, il n'y avait qu'une seule possibilité, qui était de supprimer totalement ce pass sanitaire, parce que, enfin, la possibilité pour le gouvernement de rétablir le pass sanitaire, parce que, en particulier, il introduit une différence entre les citoyens des Outre-mer et les citoyens de l'Hexagone, à laquelle nous sommes extrêmement opposés. Merci d'avoir participé au débat d'Europe 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup, je les lis toujours. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis enfin, je vous invite à mettre des petits pouces bleus. Ah, il y a du bruit. Je vous invite à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et moi, je vais dans l'hémicycle pour justement me battre sur ce projet de loi pouvoir d'achat, on met des guillemets, qui continue à l'Assemblée nationale. Il est 15 h et je suis en retard. J'y vais.